C'est Facebook devenu Meta qui a donné le coup de sifflet. Les marques se sont ruées dans les métavers. Alors pourquoi faire? Quelles sont les opportunités et aussi les obstacles? Est-ce que ces marques sont parties un petit peu trop vite? On en parle avec des experts du Conseil de la communication du marketing dans Smart Tech, dans le Tech Talk. Et puis en seconde partie, on s'interrogera sur l'éthique du numérique avec l'arrivée de ChatGPT. Comment sortir du registre de l'émotion, de la fascination ou de l'angoisse face aux prouesses de l'intelligence artificielle qu'on a pu nous-mêmes expérimenter? Eh bien, il s'agit de regarder comment on peut apprendre l'éthique du numérique. Ça peut s'apprendre, y compris à l'école. On en parlera avec la professeure en intelligence artificielle, Laurence Devillers, en plateau aussi tout à l'heure. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web pour s'interroger encore sur ce métavers. Mais qu'est-ce que c'est au fait ce métavers? Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle application. Elle casse le coût des datas en voyage. C'est tout de suite l'interview dans Smart Tech. À la une de Smart Tech aujourd'hui, on va parler des métavers, on va parler d'intelligence artificielle, notamment les métavers avec Nathalie Cinceau qui est avec nous en plateau, fondatrice dirigeante de Remora Paris. Vous avez écrit ce livre Métavers, enjeux des marques qui m'a fortement interrogée justement sur ce qu'elles viennent y faire, ce qu'on y trouve et comment s'y prendre quand on est une marque et que l'on souhaite développer une nouvelle relation innovante avec ses clients. Vous discuterez de ce sujet avec Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning, qui est un petit peu en retard, donc on l'accueillera tout à l'heure. Mais je vous propose d'abord de découvrir une nouvelle application, une appli qui casse les prix sur les datas. Quand vous partez à l'étranger, en général, c'est le coût de massue. Et bien là, il y a une solution, et là, c'est un coût de Xavier Niel à nouveau. Bonjour Héloïse Abraham. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on va découvrir avec vous GoMoWorld. Moi je dois dire que c'est tout nouveau puisque c'est sorti le 21 février. Et que j'ai eu la chance de pouvoir tester l'application quelques jours à peine après son lancement quand je suis partie à Barcelone pour le Mobile World Congress. Alors mon expérience, je vais commencer par là, mon expérience était très satisfaisante. J'étais un peu inquiète sur le forfait data de base qui était proposé au départ, donc à un prix vraiment très bas. Vous me donnerez les formules tout à l'heure. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas consommé tant que ça, y compris sur Mobile World Congress, pourtant où j'étais assez active. Comment vous faites pour casser à ce point les prix ? Écoutez, on suit les valeurs de notre fondateur, Xavier Niel, en utilisant la technologie et en démocratisant les usages tout en baissant fortement les prix. Sur quoi vous reniez très concrètement? Parce que là, on parle de frais d'itinérance. Hein. Tout à fait. On ne renie sur rien et surtout pas sur le service et la qualité qu'on propose. On passe des accords avec les opérateurs mobiles du monde entier, aujourd'hui dans plus de 160 pays, pour permettre un accès à Internet accessible à tous et évidemment à bas prix. Alors ces prix, donc on va donner les prix. Alors quel type de formule on trouve chez vous? Alors GoMoWorld est une application donc, qui convient à tous les usages de tous les voyageurs. On a deux tarifs accessibles. Celle dont vous avez bénéficié à 3,99 €, valable 7 jours, avec une enveloppe de données dépendant des pays dans lesquels vous vous rendez. Aujourd'hui, avec 3,99 €, vous avez 1 giga aux États-Unis, 2 au Royaume-Uni, 500 mégas au Maroc, par exemple. Donc, plutôt pour des courtes escapades. Et en fait, si vous souhaitez partir plus longtemps, nous avons aussi une deuxième offre à 19,99 €, valable 30 jours. Donc, plus long séjour, avec, par exemple, là, vous aurez 5 gigas aux Émirats, 10 gigas en Thaïlande ou 20 en Australie. Et alors, on peut en plus, c'est assez souple et c'est très simple d'utilisation, hein, on peut modifier son forfait, on peut rajouter des destinations, rajouter de la data pendant notre déplacement à tout moment. Tout à fait. Donc, en fait, les enveloppes de data sont achetées à l'avance et permet donc à l'utilisateur de garder le contrôle sur son usage tout au long de son déplacement. Il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de coût caché, pas de hors forfait. Et c'est l'application qui vous donnera
via des notifications, une vision de, voilà, vous êtes quasiment à la fin de votre forfait, vous pouvez renouveler si vous le souhaitez ou vous arrêter là. Alors l'interface, moi ce que j'ai vu c'était hyper simple, peut-être ça va un peu évoluer aussi après les premières phases de lancement, mais j'ai trouvé que c'était chouette justement, on a une sorte de compteur un peu comme les speed tests qui s'affichent et on voit progressivement combien on a consommé de data, donc on peut vraiment garder la maîtrise de ses dépenses. Tout ça, ça fonctionne très simplement parce que c'est la magie de l'eSIM en fait. Exactement. Donc, GoMoWorld est une application qui exploite la puissance de l'eSIM. l'eSIM, c'est finalement comme une petite carte SIM physique que vous connaîtriez déjà, mais qui vient préinstaller au sein de votre appareil. Aujourd'hui, le marché développe de plus en plus d'appareils compatibles avec les eSIM. Et cette eSIM est finalement configurable à souhait. Donc j'ai aucune démarche finalement à accomplir auprès de personne. C'est vraiment, je charge l'application, j'ai pas de contrat à signer. Exactement, pas de contrat, pas d'abonnement, pas de frais cachés. Le principe est très simple. Vous suivez, je dirais, 5 étapes. Première étape, on télécharge l'application, bien sûr. Deuxième étape, vous sélectionnez la destination dans laquelle vous allez vous rendre et vous sélectionnez le forfait de data qui vous semble le plus approprié à votre voyage. Vous serez ensuite invité à créer votre profil si ce n'est pas déjà fait, uniquement la première fois, finaliser votre paiement et ensuite, pareil, une seule fois uniquement, configurer votre eSIM. Et ensuite, à chaque voyage, vous cliquez sur « Activer » et vous êtes en ligne. Et je témoigne qu'effectivement, c'est très, très rapide à faire. Après, moi, j'ai connu quelques difficultés parce que j'ai 2 téléphones avec 2 SIM différentes. Oui. Donc là, je suis partie à Barcelone, en gros, avec 3 SIM. Ça m'a un peu perturbée. Et ça a eu du mal à fonctionner sur mes 2 téléphones. Ça, j'imagine que ce sont des décalages de lancement parce que l'eSIM, ça permet justement de l'utiliser. C'est une carte SIM virtuelle. Donc exactement, ça permet d'utiliser sur n'importe quel téléphone, virtuelle. Avec n'importe quel SIM, sur n'importe quel réseau. Exactement. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'application sur l'ensemble de vos appareils si vous le souhaitez, en chargeant finalement sur chacun de vos appareils une eSIM et en la configurant pour la destination que vous souhaitez. Néanmoins, si vous le souhaitez également, vous pouvez faire du partage de connexion entre vos différents appareils avec GoMoWorld. Et pas de panique, si jamais une eSIM est déjà installée, il faut savoir que la majorité des terminaux compatibles permettent l'installation de plusieurs eSIM. C'est la question que j'allais vous poser, parce que l'eSIM se développe énormément, y compris sur le marché national. Oui. Est-ce que ça risque de poser un problème au développement d'un GoMoWorld ? Non, normalement, tout est prêt. On voit par exemple Apple lancer son dernier iPhone aux États-Unis uniquement en eSIM. Oui. Les constructeurs ont évidemment prévu cette capacité pour les utilisateurs de charger et de configurer plusieurs eSIM au sein de leur téléphone. Donc là, c'est 160 pays qui 160 pays à date. Sont couverts par l'offre. Exactement, nous œuvrons tous les jours à étendre évidemment cette couverture et à proposer le plus de pays possible. Et c'est quoi ? C'est de l'achat en gros que vous faites ? En volume ? On travaille avec des accords internationaux pour permettre l'accès au réseau mobile jusqu'à la 5G notamment. Et justement, jusqu'à la 5G, est-ce que ça, c'est une difficulté supplémentaire ? Ça dépend des pays, évidemment. Il y a des pays dans lesquels la 5G est plus ou moins disponible, voire pas encore. Donc nous, on œuvre évidemment à l'offrir dès qu'elle est disponible, mais tout en favorisant la qualité du réseau. Donc GoMoWorld, c'est, on le disait, la toute dernière innovation dans le monde de Xavier Niel. Tout à fait. C'est une application qui est lancée par NJ Telecom, pour être tout à fait précise, donc holding personnel de Xavier Niel. Vous êtes responsable des opérations de cette holding ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme activité ? Donc aujourd'hui, notre activité se concentre autour des opérateurs télécoms qui se trouvent en Europe. Nous avons en portefeuille des entreprises comme Salt en Suisse, Air en Irlande, les marques Epic à Chypre et à Malte notamment. Et aujourd'hui, c'est NJ Telecom et l'ensemble de ses filiales, si je peux me permettre, de ces opérations qui lancent ce produit en collaboration. D'accord. Mais là, c'est un peu exceptionnel parce que finalement, ça concerne aussi le marché français. Alors que normalement, cette holding est consacrée aux investissements à l'étranger. Exactement. Alors, GoMoWorld, c'est une application mondiale qui s'adresse donc à l'ensemble des voyageurs, qu'ils soient français ou internationaux. C'est une application qui s'affranchit donc finalement des frontières et des opérateurs. C'est un service qui vient s'ajouter ou qui vient en parallèle de votre offre mobile
habituel du quotidien et qui vous permet donc de. Et alors, comment il se positionne par rapport à l'offre de la maison mère, Free Mobile ? On partage les mêmes valeurs, disons, les valeurs de notre fondateur, mais encore une fois, c'est une application indépendante qui vient offrir un accès à Internet. Donc, qui peut facile challenger, et qui peut concurrencer Free Mobile sans problème. Alors, Free Mobile, aujourd'hui, a un positionnement très ouvert sur le roaming mondial. Dans son forfait premium, vous avez déjà un certain nombre de destinations incluses. Donc, c'est une application qui peut venir combler un usage pour d'autres destinations ou évidemment qui s'adresse à l'ensemble des autres utilisateurs, des autres opérateurs français. Et ça facilite d'avoir des opérateurs déjà présents en Europe pour négocier ces tarifs, j'imagine. Effectivement, nous, on cherche à offrir le meilleur service possible au meilleur prix. Donc, on utilise toutes les capacités possibles pour l'offrir à nos utilisateurs. Nathalie Cinceau, vous partez souvent en voyage professionnel ou peut-être pour le loisir, on a le droit aussi. J'aimerais bien, mais pas trop en ce moment. Parce que souvent en France, on a l'impression qu'on a des super forfaits mobiles avec data illimitée, tout ça. Mais c'est un leurre. Hein. Il y a quand même plein de forfaits qui sont vraiment très justes. Dès qu'on se déplace et à chaque fois c'est le calvaire ou le coup de barre sur la facture. Oui. Merci beaucoup Héloïse Abraham de Gomo World. C'est l'heure de notre talk. Cette fois on va s'intéresser au métavers pour les marques. Quelles opportunités, quels obstacles, pourquoi faire, comment ça change notre relation avec elles. Le métavers, les métavers, je devrais dire, enjeu pour les marques. Mais alors, quel enjeu ? Quelles sont les possibilités offertes par ces nouveaux mondes immersifs, ce qu'on appelle la suite d'Internet, le futur d'Internet? Est-ce que ça va vraiment modifier la relation que les marques vont entretenir avec leurs clients? Quels sont les obstacles? Pour en parler, deux experts. Nathalie Cinceau, fondatrice et dirigeante de Remora Paris. Vous êtes une spécialiste des médias ainsi que des stratégies digitales auprès des marques. Et puis, vous êtes aussi la co-autrice ou co-auteur, comme vous voulez, du livre Métavers enjeux des marques qui est paru en décembre dernier aux éditions Kawa. Avec vous pour ce sujet, Nicolas Dupin, président fondateur de France Immersive Learning, première association de France dédiée à la promotion du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre par les technologies immersives. Vous possédez d'ailleurs une filiale, l'Immersive Learning Lab, qui est une société de conseil et de formation pour passer de cette promesse technologique à la réalité des usages. Et restez avec nous en plateau également Héloïse Abraham, la directrice de Gomo World. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée de à quoi ressemble le métavers et ce qu'on pourrait en faire, mais j'imagine que cette discussion va vous intéresser à ce sujet. Vous pourrez les interroger d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. Première question, donc c'est quand même Facebook, devenu Meta, qui, je dirais, a sifflé le début de la récré. Pour les marques, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un modèle, ce Meta, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un problème aujourd'hui? Qui veut se lancer? Nathalie? Oui, en fait, nous, c'est pour ça qu'avec Florence Revel de Lambert, qui est avocate, nous avons coécrit ce livre. C'est au moment de la communication massive de Facebook, fin 2021 et 2022 qui nous annonçait en fait une vie dans le monde virtuel désormais. Donc on s'est quand même posé beaucoup de questions et l'intérêt de voir sous l'angle de la communication et du droit a été un moteur pour nous pour faire un point en fait sur le métavers. Et alors vous diriez qu'aujourd'hui c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir Meta comme lanceur de concepts, comme plus ou moins représentant officiel de ce que pourrait être demain le métavers? Je pense que Meta a fait une très très belle stratégie et a très bien monté son affaire. Et c'est peut-être un petit peu plus, disons, a été pas assez prudent au niveau de la communication. Et aujourd'hui... alors, je ne veux pas dire que c'est un inconvénient que Meta soit intervenu de la sorte, mais ce n'est pas spécialement un avantage. Non. Ça a donné une image peut-être un peu inquiétante pour le monde, pour cette technologie qui reste un outil. Voilà, je crois qu'il a oublié d'appuyer là-dessus. Nicolas Dupin, votre avis sur cette question? Avantage ou inconvénient d'avoir Meta comme modèle de départ pour les métavers? Qui est un faux modèle de départ, parce qu'on sait que les métavers existaient
Alors, avant cette naissance de Meta. Le concept de métavers existe. Exactement. Il n'y a à peu près aucune chance. Mais cette idée de vivre dans des mondes virtuels, on l'avait déjà expérimenté, on l'avait déjà rêvé, on en a déjà parlé avant même la naissance de Meta, mais c'est devenu le symbole pour les marques. Alors, le sujet, à mon sens, n'est pas de vivre dans les mondes virtuels. Ça pourra se produire, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'ouvrir un nouveau champ des possibles par l'intermédiaire des technologies immersives et des mondes virtuels. Ce qui a posé problème, je crois, alors vous avez raison, probablement que sur certains sujets, ils n'ont pas été assez prudents. Ce qui a quand même posé un vrai sujet, c'est que Meta ne fait que de la réalité virtuelle, bientôt de la réalité augmentée, comme tout le monde y travaille, pas avant 3-5 ans, qui est un autre sujet et très important pour les marques. Mais c'est d'autres technologies et d'autres cas d'usage, donc on en parlera un autre jour si vous voulez. Mais ce qui s'est étonnamment passé pendant cette année 2022, c'est que de la promesse des technologies immersives, qui sont en termes d'engagement, d'ubiquité, d'émotions extrêmement puissantes, et qui donc ouvrent un champ des possibles extrêmement intéressant pour nombre de sujets et pour les marques, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une espèce de communication gravement perturbatrice autour des concepts de Web3, NFT, métavers, qui n'ont à peu près rien à voir avec la réalité virtuelle. Et donc ça a créé une espèce de fatras dans lequel plus personne ne comprend rien et où tout le monde raconte tout un tas de choses qui se réaliseront probablement pas, mais qui, dans l'intervalle, ont fait disparaître des centaines de millions, peut-être même des milliards de dollars et d'euros dans des promesses tas de sable. Donc, Meta a probablement été imprudent. Leur plateforme Word, qui incarne un peu cette proposition, qui n'est qu'un tout petit aspect du travail formidable et pionnier qu'ils font aujourd'hui sur ces technologies. Horizon, vous voulez parler d'Horizon. Horizon, oui. Voilà, oui. Qui est vraiment un tout petit truc dans ce qu'ils réalisent est raté. Peut-être que ça sera mieux dans le temps, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ça n'intéresse pas, voilà, c'est pas vraiment un sujet. Donc en fait, ils sont probablement imprudent, et puis voilà, les choses sont dégradées avec ce mélange de blockchain, Web3, NFT. Mais c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de Mark Zuckerberg, mais c'est peut-être un peu précipité aussi sur toutes ces annonces, à un moment qui était très compliqué pour Facebook, où il avait besoin de transformer l'image de sa compagnie. Qu'en est-il des marques? Si je reviens aux marques, les grandes marques de luxe françaises se sont toutes emparées de ces sujets de métavers. On l'a vu notamment à Vivatech, qui est le grand showtech mondial qui se passe en France à Paris. On a vu ces grandes marques nous faire des démonstrations de métavers, de nouvelles relations clients. Est-ce que vous avez déjà des exemples, Nathalie, intéressants à partager avec nous de nouvelles expériences réussies proposées par les marques dans les métavers? Oui, je prendrai comme exemple. Alors, évidemment, c'est beaucoup les marques de luxe qui sont allées en premier dans le. D'ailleurs, qui se sont. Mark Zuckerberg a cherché à s'associer avec ces marques de luxe. Ça fait partie vraiment d'une stratégie de partenariat importante. Mais je prendrai comme exemple Dior, qui a développé, en fait, qui a eu plusieurs formes de communication dans le métavers. Et la dernière est très significative. D'abord, ça donne l'état d'esprit de la marque. Ça permet de faire passer, la philosophie, ses valeurs, de manière très immersive, parce que c'est effectivement la 3D, même si on peut aller dans le métavers en 2D, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est quand même essentiellement la 3D qui donne du sens à l'immersion. Et voilà. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça a véritablement un intérêt? Oui, ça plaît. Alors, le métavers, c'est vrai que c'est le fruit, ça vient de l'ADN, c'est le jeu. Donc, je crois que ça plaît beaucoup aux gens qui aiment le gaming. Pour les autres personnes, c'est un côté expérimental. Ça va peut-être les intéresser. À savoir s'ils reviennent dans le métavers ou dans ces univers-là, je ne sais pas. Ça serait important de voir effectivement s'il y a une sorte d'addiction ou je n'en suis pas certaine. Ouais, ça semble. Enfin, moi, je dis souvent que ça ressemble à un énorme supermarché, mais avec très peu de clients à l'intérieur. Les métavers des marques. Est-ce que les marques, selon vous, ont pris les bonnes options pour expérimenter ces nouvelles technologies immersives? Est-ce qu'elles y sont allées, elles aussi, un petit peu trop vite?
Alors, à nouveau, reprécisons le sujet. Tout ce qui se passe sur un écran, même si c'est en 3D, n'est pas le sujet de Mark Zuckerberg, n'est pas le sujet de Meta, et n'est pas celui de France Immersive Learning. Donc, tous ces sandbox, Decentraland, toutes ces plateformes dont, à mon avis, les promesses ne seront jamais tenues, n'est pas le sujet. Que les marques se soient emparées du sujet des NFT est compréhensible, mais c'est pas mon métier, donc j'ai pas d'avis sur le sujet. En ce qui concerne les technologies immersives, auxquelles on accède prioritairement avec un masque ou des lunettes de réalité virtuelle. Le sujet, même si on est sur des technologies qui sont très anciennes, qui datent du début des années 70, qui sont massivement utilisées par le monde de l'industrie, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées par le monde de l'éducation et de la formation, et c'est notre cœur de métier, on est sur des offres de valeur à destination du grand public, des clients des marques, qui sont aujourd'hui extrêmement émergentes. Et je ne connais pas aujourd'hui, mais je ne connais pas tout, mais je ne connais pas d'expérience immersive au sens du métaverse de Meta, donc via un casque de réalité virtuelle, qui soit un peu ambitieuse et un peu visionnaire. Donc ce qui s'est passé, c'est on achète des terrains sur Decentraland, ce qui est très étrange comme idée, d'acheter des terrains virtuels qui sont par définition illimités. Sur Sandbox, on est quand même sur une plateforme qui est graphiquement d'une laideur qui, moi, me surprend toujours. J'aime comme vous parlez de nos pépites françaises. Pour le Sandbox a été monté par des Français, mais aujourd'hui, il y a des capitaux qui sont majoritairement étrangers. Donc, en ce qui concerne la réalité virtuelle, les technologies immersives, je ne connais pas de démarche ambitieuse et de vision stratégique, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Par contre, je ne sais pas, par exemple, permettre à ses clients de porter des super baskets. Alors, c'est Gucci, je crois, qui a impliqué ses clients et les transformer en mannequins comme ça pendant 2 semaines. Il y a des expériences aujourd'hui pour travailler sa relation client différemment. À nouveau, c'est ce qu'on appelle les univers flats. C'est-à-dire, on reste assis derrière son PC ou on regarde ça sur son smartphone, rien n'a changé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous vous déplacez dans un univers virtuel qui peut être réel, onirique, imaginaire, enfin, tout est possible. Vous, aujourd'hui, pour vous, les marques n'ont pas encore vraiment utilisé les capacités des technologies immersives. Absolument. Et il n'y a aujourd'hui pas de stratégie de marque qui dit demain, la marque que vous voulez va ouvrir un espace où la créativité est au pouvoir pour produire une expérience profondément émotionnelle, physique et cognitive qui va donner à voir et à expérimenter à la première personne, donc debout, physiquement engagé, les valeurs de la marque, ses produits, ses lieux de commercialisation, ses ateliers de fabrication, ou que sais-je. Donc ça, aujourd'hui, je ne le vois pas, alors que le potentiel est absolument extraordinaire. Alors ça, parce qu'il y a des freins, on va en parler. On va déjà parler quand même des enjeux, des usages, comment les marques ont intérêt quand même à s'y intéresser. Oui, et puis je pense qu'on est au début, là pour le coup. Effectivement, le métavers est ancien, mais nous sommes au début des applications pour les marques. Et pour moi, le métavers, enfin cet univers virtuel, on va dire, est un outil de communication. C'est vraiment, faut le ramener là-dessus. Donc, il faut que les marques le travaillent. Mais je pense que... Qu'est-ce qu'on peut y faire de différent quand on est une marque dans ces mondes immersifs ou virtuels? Exactement. Il y a une solution, enfin un exemple assez intéressant, c'est que on parlait par exemple d'essayer, quand beaucoup de personnes achètent leurs vêtements à distance. Eh bien, vous rentrez, parce que pour aller dans le métavers, il est préférable d'avoir un petit avatar qui vous représente. Vous rentrez vos mensurations, vous dessinez votre avatar et vous pourrez lui faire essayer des vêtements et voir ce que ça donnera selon vos mensurations et après passer commande. Voilà des applications très concrètes, pratiques. On parle aussi d'entraînement, de formation, puisque vous êtes aussi dans la formation. Et je pense qu'il y aura des applications qui seront issues de cette technologie. Mais là, nous sommes encore au début. Et parce que les freins sont économiques, finalement. Économique et aussi... Parce que ça reste cher de s'approprier un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque de réalité virtuelle. Plusieurs modèles sont disponibles sur le marché pour 450 €. Oui, c'est ça. Entre le prix d'un téléphone le grand public ne va pas tout de suite basculer en équipement ultra gamer. C'est ça que je veux dire. Alors, le gaming, c'est un autre sujet. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire s'acheter un casque de réalité virtuelle. Oui, moi, aujourd'hui, j'en vois pas forcément la nécessité. Il y a 15 ans, personne n'avait de smartphone. Il y a 30 ans, personne n'avait Internet, ni n'avait d'ordinateur. Donc, on est sur un chemin. C'est juste que... Mais c'est quand les prix ont baissé
Nicolas, que ces technologies se sont diffusées auprès du grand public. Oui, mais Est-ce regardez qu'aujourd'hui... le prix d'un téléphone portable. Aujourd'hui, Oui. bien énormément de gens mettent dans cet outil indispensable, j'en conviens. Moi, je vous interroge simplement sur les casques de réalité virtuelle. l'équipement nécessaire, Oui. le coût que ça représente, les connexions Internet. Vous avez à côté de vous Héloïse Abraham de GoMower qui propose encore, on en est encore là, à acheter des petits forfaits data pour quand on part à l'étranger, parce que ça coûte cher aujourd'hui la data. Est-ce que tout ça, ce n'est pas les freins qui expliquent ces démarrages un peu poussifs ? Il y a effectivement un certain nombre de freins. On est sur des usages émergents. On est sur des technologies qui sont profondément expérientielles. Donc, tant que vous n'avez pas mis un casque de réalité virtuelle, vous ne prenez pas la mesure de la puissance de ces technologies. Et donc, vous n'en voyez pas l'intérêt. Et certainement pas en regardant des vidéos sur un écran traditionnel. Donc, ça ne rend pas la puissance émotionnelle et l'engagement que produit le fait de se téléporter dans des univers virtuels. Et en ce qui concerne les marques, moi, j'ai la conviction depuis très longtemps en ce qui concerne le e-commerce d'une manière générale, et donc les marques qui sont derrière ces activités, on est aujourd'hui à une fin de cycle des outils dont on dispose. Acheter des produits sur Internet, via un smartphone ou via un PC, globalement, je ne vois pas quelle est l'évolution technologique qui, pour les 10 ans qui sont devant nous, vont nous permettre d'améliorer l'expérience client, et l'expérience client de marque en particulier. On n'a plus de saut technologique. Et c'est pas en mettant une petite basket ou n'importe quel objet que vous pouvez faire tourner en 3D sur votre téléphone que ça va profondément changer l'expérience client. Et je parle de l'expérience d'achat, mais l'expérience de rapport à l'univers de la marque et aux valeurs, en particulier aux valeurs de RSE, qui sont de plus en plus importantes dans les déclencheurs d'achat pour le monde. Donc, je pense que l'avenir du e-commerce est au magasin virtuel. Et je vous encourage à imaginer... Donc, pour vous, c'est une étape obligatoire pratiquement. Alors je ne sais pas, non, il n'y a pas d'obligation. Non, mais si on veut réussir demain sa stratégie e-commerce, selon moi, vous, je pense indispensable. il faut s'intéresser à ces technologies immersives. On est au moment des entreprises qui vont ramasser la prime du premier entrant et des démarches de pionniers. Donc le sujet n'est pas de savoir si il faut livrer immédiatement des concept stores et des expériences de marque en réalité virtuelle. Le vrai sujet, c'est de les préparer maintenant pour que dans quelques mois, tout le monde attend que Apple sorte son casque avec la puissance de Game Changer qui est celui d'Apple. Là, apparemment, ils vont le sortir cette année avant l'été. Ok. Donc le sujet, c'est pas de savoir si c'est immédiatement disponible et massivement diffusable. C'est de préparer des stratégies, d'autant que l'enjeu n'est pas de la technologie, il est de la réinvention complète de ce qu'est une expérience de client ou d'apprenant sur d'autres sujets en réalité virtuelle. Le sujet, il n'est pas du tout de la technologie, il est de ce qu'on appelle l'UX, l'UI, l'expérience utilisateur. Comment Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que les marques doivent s'organiser, se préparer pour être pertinentes demain dans ces nouveaux environnements ? Déjà d'apprendre à connaître, s'y intéresser, s'intéresser aux avatars par exemple, qui à mon avis seront les nouveaux logos du futur. Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est la créativité en fait. C'est vraiment les créatifs qui vont être sur le devant. Et c'est enthousiasmant d'ailleurs parce que ça revient à l'être humain et ces outils vont vraiment permettre de développer cette créativité. Donc les entreprises, voilà, il faut qu'elles n'oublient pas ce sens-là. Développer, c'est aussi un outil. Là, je revenais aussi. C'est un outil aussi pour étudier l'expérience client. Quand même, est intéressante dans ce monde-là. Les données sont beaucoup plus pertinentes dans ce monde. On peut voir les réactions des consommateurs. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut que les marques s'y intéressent de très près. Ça doit vraiment faire partie de leur plan stratégique. Comment vous pouvez les conseiller sur leur apprentissage de ces technos immersives ? Alors là, fondamentalement, on est au cœur de métier de la filiale de l'association. Mais la première chose à faire, c'est de s'approprier, non pas cette technologie, mais ce nouveau médium. On est vraiment en train de... Je le dis à nouveau, ce sont des technologies qui sont profondément expérientielles et qui, par leur nature spatiale, changent complètement la conception de n'importe quel dispositif, en particulier un dispositif de marque ou de commerce, mais aussi d'apprentissage, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai coutume de dire que pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. C'est une méthodologie qui est indispensable. Vous ne pouvez pas penser... Il faut l'expérimenter.
Il faut aller. Alors pour le coup, si effectivement on est en train de parler d'une stratégie de marque qui doit se construire, Oui. il faut aller au-delà de l'expérimentation et il faut former des équipes spécialisées qui maîtrisent complètement cette technologie pour être en capacité d'en tirer pleinement profit. D'autant que, et c'est normal que vous ne le sachiez pas parce que ce n'est pas votre métier, mais on est sur des supports technologiques globales, matériels, logiciels et bien d'autres, on va reparler rapidement des avatars, qui progressent à une vitesse absolument Si, considérable. c'est un petit peu mon métier, mais c'est pas grave. Non, je parle purement de Oui, des mais aspects aussi. très technologiques. Mais pardon de vous avoir... C'est pas grave. Mais par exemple, sur les avatars, on a aujourd'hui une vision assez simpliste des avatars de ce qu'on nous a montré. Il existe aujourd'hui plein d'offres pour avoir des cabines de scan qui vont faire une image tridimensionnelle. Oui, mais de ça, la moi, personne alors, pour et le qui va coup, être un avatar réel. Pour le coup, les cabines de scan, moi, je les ai vues il y a 3 ans. Bon, Oui. on est d'accord. Donc, ça avance quand même assez lentement. Comment est-ce qu'on les aide à expérimenter, donc à mettre des budgets, à investir sur ces technos immersives, sans aller au casse-pipe, j'ai envie de dire, enfin, sans se retrouver finalement à dépenser de l'argent pour rien. Oui, moi je pense qu'effectivement, c'est Qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui ? C'est la formation des services, des personnes qui travaillent au sein des services marketing et de mettre en avant les créatifs de l'entreprise, hein, les personnes qui sont vraiment, qui vont avoir donné du sens en fait à l'outil. Mais il faut les former quand même aux technologies, parce que je suis d'accord, c'est un média, mais à la base, il y a une technologie quand même sur laquelle former les gens. Une réaction, Héloïse Abraham, on arrive à la toute fin là, du Oui, puis talk. en plus de cet univers créatif, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les consommateurs eux-mêmes qui pourront ensuite en profiter, parce que je ne sais pas si tout le monde aujourd'hui est prêt à se scanner son corps pour le mettre sur... On n'est pas obligé de le scanner, et aussi on peut faire autrement. Un avatar peut avoir différentes... Mon alter ego. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut penser à éduquer, pas uniquement les marques, mais aussi le grand public. Mais on arrive à la fin de ce talk. Et de toute façon, à la fin de l'émission, on va se reposer la question pour que tout le monde ait en tête un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot valise métavers. Merci beaucoup Nathalie Cinsault de Raymond Rapari, Nicolas Dupin de France Immersive Learning et Héloïse Abraham de GoMoWorld. On se retrouve juste après la pause. C'est Laurence de Villers, la chercheure en intelligence artificielle, qui nous rejoint pour nous parler de l'éthique numérique. Deuxième partie de Smart Tech qui démarre, votre émission sur le numérique et l'innovation. On a commencé par s'intéresser au métavers, notamment avec Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning, qui est resté avec nous en plateau. Et c'est l'heure maintenant de poser des questions sur l'éthique, le sens de l'IA, l'éthique du numérique, avec Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle, Université Paris-Sorbonne. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous très régulièrement. On va s'intéresser à la manière dont on peut apprendre cette éthique du numérique avec cette arrivée fracassante de ChatGPT qui a suscité pas mal d'émoi auprès du grand public, à la fois de la fascination, mais aussi des grandes inquiétudes. On revient en fait aux émotions que suscitait le mot intelligence artificielle il y a quelques années. Comment on fait pour sortir de ce registre émotionnel ? Alors c'est effectivement une rupture qu'on est en train de vivre dans la société, non pas à cause de la technologie qui existe déjà depuis 5 ans pour nous, mais par le fait qu'on l'a tous dans les mains. Et ça change vraiment le regard de chacun. Je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience générale de quelles sont les limites de ces objets, quelles sont leurs capacités et jusqu'où elles vont pouvoir m'aider ou pas. Et c'est pas si simple, puisque les discours, comme vous l'avez redit, sont très exaltés ou au contraire très anxiogènes. Donc, au milieu de ces émotions, on a du mal à trouver quel est son camp. Je voyais encore Nicolas Bouzou expliquer qu'il valait mieux être du côté de ceux qui faisaient peur que de ceux qui voulaient rassurer. Et donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est d'apprendre. Et apprendre à l'école, en tout cas aux enfants, et apprendre au travail pour tout un tas de sujets et de métiers qui vont évoluer, comment on peut utiliser au mieux ces systèmes. Parce que les enfants pour tricher, par exemple. Parce que quelle tension éthique vous voyez derrière ChatGPT ? Pour sortir de ce registre irrationnel, posons les choses très clairement. Alors, la première tension, c'est que ce soit une prothèse pour tout un chacun, c'est-à-dire qu'on fasse confiance aveuglément dans ce système et qu'on oublie d'acquérir les données nécessaires, la façon de raisonner à l'école, par exemple. Si je triche en utilisant ChatGPT, je ne saurais plus faire une rédaction, je ne saurais plus écrire correctement, j'aurais plus d'orthographe, etc. Okay ? Donc ça, c'est un premier écueil, c'est l'acquisition du savoir à l'école. Le deuxième écueil, c'est le problème de la vérité. On a déjà des problèmes de mésinformation, de fake news, comme on dit partout sur les réseaux. Ces systèmes, qu'est-ce qu'ils font ?
fondamentalement, ils font du Lego. C'est-à-dire qu'à partir d'énormes corpus, ils créent des modèles de succession des mots, de probabilité de succession des mots. Et puis, lorsque vous commencez une phrase qui, pour vous, est une question, pour le système, pas du tout, il essaie juste de continuer en imitant, finalement, le langage que vous avez utilisé, en s'alignant sur ce que vous avez dit. Il y a en plus dans ces systèmes des variables de type température qui sont finalement quelque chose qui va chercher non pas le mot le plus probable, mais peut-être les 20% de mots les plus probables, 50% de mots les plus probables. Et à travers cette variable que l'on utilise, on va bousculer finalement ce que va dire la machine et on va sans doute arriver à des propos que certains nomment créatifs, mais qui sont surtout un peu hallucinants. Donc on voit bien qu'il y a une vérité qui n'est pas forcément là. Et donc il faut apprendre aux enfants quand est-ce qu'on peut juger ou pas que les propos sont utiles ou pas. La créativité, comme j'ai dit, c'est du hasard là. Donc arrêtons de dire que l'on est en train de créer des systèmes qui vont englober finalement différents points de vue. On n'en sait rien si ce sont des points de vue. C'est du hasard qui les génère. C'est du hasard qui va chercher tel et tel mot et fait qu'on succède comme cela avec des idées qui viennent de je ne sais plus où. Il faut rappeler aussi que dans ce corpus utilisé dans le ChatGPT, il y a 46% d'anglais américain et moins de 5% de français. Donc quel est l'impact en fait de ce multilinguisme sur le résultat qu'on obtient. Enfin, il y a la manipulation. Qui décide de ces données? Est-ce que on doit laisser effectivement toute latitude à chacun des géants du numérique de choisir comment il construit son système, à partir de quelles données, comment il l'évalue, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un recours normal, éthique, à des comités qui pourraient juger de l'efficacité, de la justesse de ces systèmes? On le voit d'autant plus quand ChatGPT, finalement, c'est trois choses. C'est un modèle énorme, au-dessus, un agent conversationnel qui a été adapté. C'est-à-dire que les humains ont posé des questions et ont dit c'est la réponse que j'attends, donc on a adapté. Et au-dessus, encore une couche, qui sont en fait des filtres qui font que la machine ne répond pas sur des questions ayant rapport au sexe, aux armes ou à la religion, et à certaines religions. Donc on a il y a des décisions éthiques qui sont prises en amont. Manipulation, exactement. Ouais. Des espèces de censure. Donc il faut faire attention à cela. Par qui? C'est ce problème de responsabilité. Ouais. Le dernier grand impact que je vois, il y en a sûrement encore d'autres, et nous sommes en train de réfléchir à ça, parce que Jean-Noël Barrot nous a confié cette mission au CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique, que d'ailleurs le président lui-même vient d'entériner, qui sera demain le CCNE numérique, et qui va continuer de travailler sur ses objectifs d'éthique à partir de septembre, avec 33 nouveaux membres dans ce comité. Donc c'est important de savoir ces IA génératives, ce qu'elles vont effectivement produire, et le problème de confiance. Parce que quand je vous parle, je suis responsable de ce que je dis. Lorsque quelqu'un écrit quelque chose dans un journal, il le signe. Or, ces paroles qui viennent finalement de ces Legos qu'on combine, elles appartiennent à qui? Qui est responsable finalement du contenu? Et je crois que c'est ça le principal écueil de ce qu'on est en train de vivre, c'est la génération comme ça de textes sans responsabilité, avec l'idée que demain, les prochains ChatGPT pourront se nourrir aussi de ces textes qui n'ont ni queue ni tête, qui ne viennent pas de décisions humaines. Et pour autant, nous fantasmons sur ces machines, on désire les utiliser et on les anthropomorphise, c'est-à-dire qu'on leur prête des intentions, des émotions, pourvu qu'elles vous répondent. L'alignement est facile à faire par une machine. C'est du mimétisme. Ce n'est pas en profondeur une quelconque idée de vous aider. Et donc, vous nous dites, l'éthique du numérique, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et justement, ça s'apprend déjà à l'école, auprès des enfants? Oui. On n'est pas obligé de leur expliquer d'abord comment on code. Hein. C'est bien ce que j'ai entendu en 5e, on a commencé à coder en Python. Eh bien non, ce n'est pas la première chose à leur enseigner. Ce sont les usages. À partir de CE1, les enfants ont des portables dans les mains. Ils vont sur Internet. Alors peut-être que les parents sont plus vigilants dans certains cas ou pas, mais malgré cela, ils sont curieux et c'est normal. Donc leur curiosité, il faut vraiment l'alimenter. Et leur donner finalement les usages derrière, leur dire attendez, là on cherche finalement à vous faire plaisir, il y a une espèce d'hormone qui vous emmène à vous adapter à ces systèmes, à les suivre, à les aimer, à être en addiction avec ces systèmes. Donc attention au temps passé dans les écrans, attention au fait qu'il faut raisonner, garder son libre arbitre, faire des débats à l'école, c'est ce que j'essaie de pousser pour que partout ça puisse exister. Notamment avec la Fondation Blaise Pascal. Merci beaucoup Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle. À suivre, où va le web ?
Cette dernière séquence est consacrée au métavers. On se repose la question de c'est quoi le métavers au fait ? Mais enfin, c'est quoi le métavers ? Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie des Français se pose encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciel GetApp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme, mais sans en comprendre le sens. Et 19% connaissent le concept du métavers, mais pas le nom. Sans surprise, les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance, mais peut-être plus inattendu, les générations Y et Z ne sont finalement, elles, qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre, en se montrant plus claires peut-être ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus, même pas une fois, dans un métavers, selon l'étude. Peur de l'addiction ou du cyberharcèlement, c'est un des freins à l'utilisation du métavers. Mais pour un quart d'entre eux, c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires, type casque de réalité virtuelle. Meta, par exemple, lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds, accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers. 29% des Français qui disent avoir croisé ce mot de métavers sans savoir exactement ce que c'était. Ça ne vous étonne pas ? Non, ça ne m'étonne pas. Non. Donc le métavers, petite conclusion, c'est quoi ? Ça s'expérimente par soi-même pour comprendre de quoi il s'agit, y prendre du plaisir, parce qu'on peut y faire des expériences absolument incroyables qu'on ne peut pas faire dans la réalité, qui viennent augmenter, fournir une nouvelle dimension à notre expérience du monde, à nos expériences de vie. Nous ne vivrons pas dans le métavers, ça n'a pas de sens de le dire. Donc la première chose à faire pour s'approprier ce concept, cette technologie, cette forme d'avenir, c'est de l'expérimenter, c'est de se procurer un casque de réalité virtuelle, c'est de s'en acheter un et de développer sa propre expérience. Et on aura des débats aussi là-dessus, évidemment, Laurence de Villers, parce que c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning, Laurence de Villers, professeure d'intelligence artificielle. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. C'était Smart Tech. On se retrouve demain pour une nouvelle discussion sur la tech.